Bonsoir Fabrice et bienvenue ce soir avec nous tous dans les Walls de l'Inconnu. Bonsoir Hervé, merci pour cette invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'habite Genève, je suis suisse. Voilà, j'ai fait des études en psychologie à l'Université de Genève et puis je suis moi-même témoin d'OVNI. Donc très tôt, vers l'âge de 10 ans, pour dire, j'ai eu un intérêt pour le phénomène OVNI. J'ai fait des observations et puis après, ce qui m'a amené ensuite à faire des enquêtes. Mes enquêtes, je les ai faites non seulement ici en Suisse et en France, mais je les ai aussi faites beaucoup en Amérique du Sud. J'ai passé plusieurs mois au Brésil. Notamment, j'ai repris le carnet d'adresses du journaliste Bob Pratt, pour ceux qui le connaissent. Il a enquêté sur le crash de Virginia, mais aussi sur les événements de Colares. J'ai aussi fait des enquêtes en Australie. Voilà, j'ai pas mal bourlingué. L'ufologie, c'est avant tout du terrain. Mais j'ai aussi, je pense, sans vouloir trop me jeter des fleurs, une très bonne culture ufologique. J'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie avec ces livres qui sont parus dans les années 60-70. L'ufologie vraiment hardcore, je dirais, tous les boulons, hypothèses extraterrestres au premier degré. J'en ai bouffé du Jimmy Guyeux, mais pas que lui. Et puis, j'ai découvert Jacques Vallée. Alors, évidemment, Jacques Vallée, il permet de mettre de la profondeur dans la réflexion. Il permet d'articuler des sujets entre eux, de créer des ponts et des passerelles entre le folklore, l'ufologie. Voilà, il a parlé dans Passeport to Magonia du lien entre l'ufologie et le petit peuple. Et puis, avec vraiment une pensée, je dirais, à 360 degrés qui se décline autour de l'ufologie en prenant en compte toutes ces composantes qui sont les composantes physiques, mais aussi conscientielles, psychologiques, militaires, sociologiques, enfin historiques. C'est très vaste et ça m'a ouvert, je dirais, l'esprit, ça m'a ouvert tout un champ. Et j'ai vraiment là découvert que l'ufologie, en fait, c'est un champ qui est très vaste où il fallait justement essayer de créer un maximum de passerelles. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai poursuivi un peu ces travaux à mon niveau. Hein. Je ne suis pas Jacques Vallée. Mais en creusant cet aspect, en me disant, bah voilà, l'ufologie, ce n'est pas que de la matière. Il y a un aspect matériel, il y a un aspect physique au phénomène, mais ce n'est pas que ça. Il y a toute une dimension, je dirais, psychologique. Et moi, évidemment, en tant que psychologue, c'était intéressant déjà de pouvoir m'intéresser à l'impact du phénomène sur un témoin. Tout ça m'a amené à m'intéresser au chamanisme, à m'intéresser à la vision à distance, mais je m'y intéressais déjà. Et donc, j'ai écrit ce livre. Mon dernier livre, en fait, parle de la vision à distance ou du remote viewing. Mais on va un peu y revenir ce soir parce que le sujet de la vision à distance appelle le sujet de la conscience non locale. Les gens qui font de la vision à distance ont cette capacité à se connecter à la partie ou à la dimension non locale de leur conscience afin de pouvoir percevoir et décrire ce qu'on appelle des cibles, mais ce sont des gens, des situations ou des objets au-delà de l'espace et du temps. Et c'est ce qu'on fait en fait dans le protocole de rencontre rapprochée du 5e type. On va en parler ce soir. Donc tout ça m'a amené, je dirais, à m'intéresser encore plus à la conscience. Bon, j'ai moi-même fait une expérience de mort imminente. Il faut savoir que j'ai aussi un petit, un petit parcours dans la parapsychologie en tant que sujet. Pas en tant que parapsychologue, mais plus autant que mec qui tout à coup, il te fait une NDE. Je faisais un peu de télépathie quand j'étais petit. Donc, je suis un peu un sujet psy, on va dire. Et puis, les sujets psy ont tendance à être pas mal connectés au phénomène OVNI de manière générale. Donc voilà, tout ça m'a amené où je suis aujourd'hui et m'amène à vous parler. Et puis, ce qui s'est passé, c'est c'était en 2015. Bon, en 2014, a germé en moi l'idée de vraiment creuser la relation entre les ovnis et la conscience. Et je me suis dit, bon, je
Je ne suis pas bête, j'ai un bon savoir ufologique, mais je ne suis pas doué non plus, suffisamment doué pour vraiment attaquer la problématique sous tous ses angles. Et le phénomène OVNI, c'est avant tout un sujet pluridisciplinaire. Donc, je me suis dit, je vais m'entourer de gens qui ont cette expertise, qui ont cette connaissance, et on va creuser cette problématique. Et c'est comme ça qu'est né le projet Devenir et Conscience 1, donc, auquel a participé entre autres Philippe Guimand, qui est assez connu, physicien, mais aussi mon ami Romuald Le Terrier, ethnobotaniste, ça c'est pour la partie chamane. Daniel Robin, Devenir Investigation, qui est un auteur prolifique. Éric Zurcher, qui est aussi un… en fait, c'est tous des copains. Éric Zurcher, qui est un super penseur et un super enquêteur sur le phénomène OVNI. Et puis, je peux aussi citer Philippe Solal, philosophe. Et puis, Jean-Jacques Jaillat, ufologue des années 70 aussi, qui a développé des idées intéressantes autour de l'ufologie et de l'inconscient collectif. Enfin, voilà, j'ai essayé d'apporter un éclairage sur le phénomène OVNI de plein d'angles et de plein de disciplines différentes, de manière à essayer de mieux le comprendre. Et c'est vrai que cet OVNI et conscience, le fil conducteur, c'est la théorie de Philippe Guimand sur la double causalité. Le phénomène OVNI est matériel, et c'est ce que dit Jacques Vallée aussi. C'est un phénomène qui est très matériel, mais il n'est pas que matériel. Et son essence est avant tout, pour moi, psychique. C'est un phénomène qui a cette capacité, par exemple, à se dématérialiser, à se matérialiser, à se scinder, à fusionner. Donc, on voit bien qu'avant d'être matériel, il est autre chose. Mais oui, il est aussi matériel. Et il existe. C'est très intéressant ce que tu dis, puisqu'il y en a beaucoup peut-être qui se posent la question, est-ce que c'est la conscience humaine qui est, comme elle évolue en même temps que nous, est-ce que ce phénomène évolue par rapport à notre conscience ou est-ce que, tu vois… C'est clairement un phénomène qui s'adapte non seulement à nos représentations individuelles, mais aussi à notre représentation collective, en particulier du point de vue technologique. Et là, on a le recul historique pour le dire. Et Jacques Vallée l'a dit aussi, on voit qu'on a une vague d'OVNI en 1897, qui est la vague d'Airship. On n'a pas vu des triangles volants à l'époque, on a vu des dirigeables volants, mais avec des propriétés aérodynamiques d'OVNI contemporains, tu vois. Et en fait, c'est très intéressant de voir comment le phénomène il joue avec nous, il joue aussi par rapport à nos représentations et à notre propre évolution technologique. Si on prend les années 50, on a eu énormément d'atterrissages et d'observations d'humanoïdes, donc de rencontres rapprochées du troisième type. Exactement. Durant la vague de 54, entre autres. Et puis, ça s'est plus ou moins tassé au milieu des années 70, on va dire. Et finalement, maintenant, on arrive dans une situation où il y a quasiment plus d'atterrissage, il y a quasiment plus de rencontres du troisième type, il y a quasiment plus d'enlèvements. On a plein d'observations, mais c'est des observations, je dirais même pas tellement de structure, comme on avait durant la vague belge avec les triangles, hein, mais c'est des phénomènes évanescents de type boule de lumière, genre de trucs, quoi. Et ça intervient au moment où on a tous ça. On a tous un appareil, on a tous un smartphone, tu sais, comme par hasard. Comme par hasard, exactement. Donc, le phénomène, moi je dis souvent qu'il est omniscient en fait. Éric Zurcher parle d'ostentation, élusivité, c'est-à-dire que le phénomène veut se faire voir. On le voit durant la vague du 5 novembre 90, on a effectivement une rentrée atmosphérique, mais on a le parasitage. On a en plus des trucs qui ne rentrent pas dedans, clairement. Et Joël Ménard en parle, il en parle bien d'ailleurs. Donc, ostentation, oui, mais élusivité, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à le choper finalement. Si on le chope, c'est qu'il veut bien l'être. Mais c'est vrai. Philippe Guimond explique bien le fonctionnement dans Revenu et Conscience, parce qu'il va être réédité, le numéro 1. Il donne un modèle explicatif en fait, à ça. En fait, le phénomène OVNI apparaît dans sa propre bulle espace-temps et est capable, si on veut, de prévoir le futur. On peut le dire comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'est jamais attrapé finalement. Et il pourrait non plus ne pas être visible s'il le voulait. S'il est visible, c'est qu'il le veut bien. Donc, de toute façon, on est d'une certaine manière complètement à sa merci. L'idée derrière les rencontres rapprochées du 5e type, c'est que nous, autres humains, entamons un dialogue avec des consciences exogènes. En fait. Nous provoquons le dialogue. Et c'est ça la particularité des rencontres rapprochées du 5e type, c'est qu'on n'est pas passif, mais on est actif. On cherche le contact.
Dans les autres types de rencontres rapprochées, que ce soit la 1, la 2, la 3, la 4, eh bien, effectivement, on subit. Enfin, on ne provoque pas la discussion ou le dialogue. Donc, voilà pour la couverture. Je pense qu'on peut… Très, très E.T., hein, la couverture. Ça m'a fait penser Ah à ouais, E.T. ouais, mais j'ai bien enfin, j'ai eu des plaisirs à la Ah ouais, conceptualiser. ouais. Là, on est en train de réfléchir pour faire la nouvelle couverture d'OVNI et Conscience 1. D'accord. Alors ce slide, pourquoi? Pour vous dire que oui, actuellement, en tout cas dans les milieux de recherche officiels, il est acté que le phénomène OVNI et la conscience sont reliés. D'accord? Donc ça, c'est un slide qui provient d'un programme secret. Vous avez entendu parler du programme ATIP, hein, c'est le Advanced Area Threat Identification Program, Mhm. un programme secret géré par le Pentagone et le département de la Défense de 2007 à 2012. On en a énormément parlé dans les médias ces dernières années, géré en grande partie par Lou Elizondo, agent de renseignement. Et l'idée derrière la mission en fait, de ce programme est d'évaluer les menaces potentielles du phénomène OVNI sur la sécurité nationale américaine. Alors, c'est assez comique parce qu'on se souvient que le Projet projet Blue Blue Book. Book, Voilà, qui a eu voilà. Ouais. lieu de 47 à 69, avait été fermé suite à une étude faite par l'Université du Colorado et menée par Edward Condon, physicien, qui avait conclu deux choses. Il avait conclu d'abord que le phénomène OVNI ne présentait aucun intérêt pour la science. Donc, franchement, c'est super drôle, quoi. Et puis le deuxième, c'était de dire qu'il ne présentait aucun danger pour la sécurité nationale. Mais on se retrouve, on ne sait pas pourquoi, quelques décennies plus tard, avec ce programme, oui, bonne nuit, avec ce programme qui cherche justement à étudier les failles sécuritaires de l'appareil militaro-industriel américain face au phénomène OVNI. Donc, il faut croire que la problématique n'a pas été évacuée aussi facilement que ça. Et autant dire que ce programme était secret, Blue Book était public. Alors, on peut imaginer qu'il y a eu plein d'autres programmes secrets et on n'en a effectivement jamais entendu parler. Et Elizondo lui-même le dit aujourd'hui que le programme a continué. En fait, il ne s'est pas arrêté en 2012 et a été peut-être même démultiplié. En tout cas, il a un autre nom actuellement. Mais si on reprend un petit peu ce slide en particulier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'effectivement, que le phénomène OVNI est capable d'altérer les capacités cognitives des témoins et de provoquer, par exemple, des anomalies dans le tissu même de notre propre espace-temps. Voilà. Donc, il fait vraiment le lien en fait, avec la cognition humaine. On retrouve là Cognitive Human Interface. Et en fait, je pense que ce slide découle des recherches qui ont été faites aussi au ranch de l'Utah. Vous avez entendu parler du Skinwalker Ranch. Vous savez aussi que l'un des sénateurs, Harry Reid, qui a débloqué les fonds pour financer ce programme-là, est très proche des recherches, des gens qui s'occupent de faire des recherches sur le Skinwalker Ranch. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu lié à ça. Et ce qu'on lit en bas là, c'est marqué What was considered phenomena is now quantum physics. Et ça, c'est super intéressant parce que, en gros, il dit quoi? Il dit ouais, en fait, les phénomènes OVNI et tous ces phénomènes qui gravitent autour du phénomène OVNI relèvent de phénomènes de la mécanique quantique. Donc, on est sur des phénomènes qui n'agissent pas, je dirais, selon le mode de fonctionnement du macrocosme qu'on connaît ici, le déterminisme, la causalité, etc., mais fonctionnent selon les règles de la mécanique quantique avec la causalité, l'indéterminisme, la non-localité, etc. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ouais. On va peut-être passer au prochain slide. Ouais. Donc là, vous avez Alain Juillet, ex-directeur du renseignement de la Direction générale des GSE, je ne me souviens plus ce que c'est, mais sécurité extérieure, enfin les services de renseignement en français, qui le dit lui-même, il dit on comprend beaucoup mieux les PAN, donc les phénomènes aériens non identifiés, à travers le prisme de la mécanique quantique qu'avec celui de la physique classique.
Donc, bon, d'un côté, c'est intéressant parce qu'on a les Américains qui arrivent à cette conclusion, et de l'autre, on a effectivement les Français qui arrivent à la même. Alors, je ne sais pas s'ils se sont concertés, mais ils ont probablement produit une synthèse des différentes données en leur possession, et ils sont arrivés à la conclusion que le phénomène OVNI a des propriétés franchement bizarres. D'ailleurs, enfin, on le sait, il ne produit pas de boom supersonique. Comme on le disait avant, il a cette capacité à se matérialiser, à se dématérialiser. Il est physique et psychique en même temps. Il est organique, il semble organique pour certains témoins et inorganique en même temps. Il est matériel sans vraiment l'être. Il est un peu dans tous les états à la fois. Il est très quantique, le phénomène OVNI. Et si on reprend un peu les recherches de Lou Elizondo, lui, il parle souvent de ce qu'il appelle « the five observables ». Il dit on reconnaît les ovnis à 5 choses observables. Et une de ces caractéristiques, c'est ce qu'il appelle le transmedium travel. C'est-à-dire que le phénomène ovni est capable de passer d'un environnement à l'autre. On sait qu'il peut aller sous l'eau, il peut aller dans l'atmosphère, il peut aller dans l'espace, sans aucune perturbation sur ses capacités aérodynamiques. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu tous ces éléments qui amènent les autorités à conclure que le phénomène il relève plus de quelque chose de quantique que quelque chose qui relève de notre physique, tu vois, newtonienne classique. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On a des phénomènes qui vont plus vite que la vitesse de la lumière et Bien sûr. avec une sorte d'interconnexion totale d'à peu près tout. Donc, en fait, c'est comme si tout était interconnecté et tout était relié. En fait, nous sommes tous interconnectés d'une certaine manière. Ça, c'est un élément qui est important et de manière non locale. Donc, c'est le principe de la vision à distance aussi. On pense aussi qu'au niveau primordial, au niveau, je dirais, fondamental, en fait, c'est la conscience qui régit tout et tout ce qu'on connaît émerge de la conscience. Donc là, on est dans un cadre idéaliste, hein, parce qu'actuellement, le cadre qui est partagé par la communauté scientifique, c'est de dire qu'en fait, notre monde est avant tout matériel et de la matière émerge l'esprit. C'est ce qu'on retrouve avec la conscience en disant que le jour où on meurt, finalement, notre cerveau s'éteint et puis notre conscience, elle meurt avec. En fait, son cerveau, il n'y a pas de conscience. Alors, qu'est-ce que disent les gens qui font des recherches sur l'expérience de mort imminente? Eh bien, ils disent plutôt l'inverse, c'est-à-dire que non, la conscience survit à la mort physique et que nous ne sommes ni notre corps, ni notre cerveau. En fait, nous sommes avant tout notre âme et notre esprit. Voilà. Donc, en fait, la conscience aurait cette propriété, je dirais, complètement universelle qu'on retrouverait non seulement ici, sur notre plan, mais je dirais de manière générale dans l'univers. Et ça fait écho, bien sûr, aux écrits, les traditions les plus anciennes qu'on trouve notamment en Orient. On trouve ça dans l'hindouisme et on retrouve ça aussi, par exemple, dans le bouddhisme. Mais les plus grandes traditions et les plus anciennes disent la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes qu'un. Voilà, on partage tous cette conscience et cette conscience, c'est le fil doré de l'univers. Donc voilà, ça, c'est un petit peu des postulats qu'on peut faire à la base. Alors là, j'ai mis, je vais peut-être lire ça, c'est quelques extraits de mon livre, mais qui, je pense, résument et synthétisent les idées maîtresses derrière. Donc, c'est qu'en fait, le phénomène OVNI, en fait, on aurait affaire à une technologie qui est alimentée par le pouvoir de la conscience. Libérée de contraintes spatio-temporelles, cette technologie opère au-delà de la vitesse de la lumière. En fait, les OVNI ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière. L'idée, c'est de dire qu'ils se déplacent à la vitesse de la pensée, grâce à une technologie qu'ils auraient atteint un petit peu de facto. En fait. Ces intelligences non humaines interagissent avec l'esprit et la conscience aussi facilement que nous communiquons par téléphone via les ondes hertziennes. La conscience est non seulement le fil d'or qui relie chacun d'entre nous, c'est ce que je vous disais, à tout être conscient et intelligent dans l'univers, mais elle connecte également tout individu au cosmos lui-même, n'étant pas limité par le temps et l'espace. La conscience a cette propriété d'être sans limite. Et les mécanismes de l'esprit qui président à l'accès à la conscience non locale, tels que l'attention focalisée ou l'intention pure, occupent une place prépondérante au sein de cette interface technologique.
Nous, êtres humains, c'est pas forcément notre fort, c'est pas très développé, mais on connaît des sujets, il y a des sujets qui sont très doués. Donc, en fait, pour nous, c'est plutôt au niveau latent que ça se passe. On a cette potentialité, cette- voilà, on a ce potentiel, mais qui n'est pas forcément développé. On peut le développer au travers de protocoles. Bah, c'est ce que j'enseigne sur la vision à distance, par exemple. Mais c'est pour ça que nous, si nous voulons nous mettre en contact avec ces intelligences, on doit faire certains exercices en fait, qui sont expliqués dans le livre, parce que le livre, en fait, c'est un protocole. Donc, j'explique ici, je parle d'attention focalisée, d'intention pure. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des exercices de méditation. On peut aussi réciter des mantras. En fait, on va se mettre dans un état de conscience augmenté de manière, je dirais, déjà à calmer le mental et puis ensuite à se régler sur, je dirais, le bon état émotionnel en ayant aussi les bonnes intentions de manière à pouvoir appeler le phénomène par la conscience. C'est ce que fait Stephen Greer avec son protocole de rencontre rapprochée du cinquième type, mais c'est ce que on fait, et j'en parlerai après, d'autres avant lui. Stephen Greer n'a rien inventé. Alors, ça peut paraître complètement barré, ce truc, mais voilà, bah, ça fonctionne déjà, c'est une chose. Les chamans le font depuis des millénaires, avant Stephen Greer. Les chamans n'ont pas attendu Stephen Greer. Ouais. Non, mais c'est clair, d'un point de vue métaphysique, en fait, on comprend mieux quand tu l'expliques comme ça que quand comment je pourrais dire ça, quand tu débutes tes investigations sur sur le phénomène. Tu vois ce que je veux dire? Et Parce qu'on est enfin, dans un cadre matérialiste. c'est ça en fait. Si On est on, embourbé dans le matériel. Tu l'as dit hein, tout à l'heure. Hein, bah, ouais, c'est on est dans un paradigme, une manière d'appréhender le monde qui est matérialiste. Donc, on va évidemment tout de suite s'intéresser aux traces, on va s'intéresser aux photographies, aux traces radar, à la radioactivité, mais c'est OK. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant pour mesurer le phénomène d'OVNI et le comprendre. Les rencontres rapprochées du cinquième type, en général, on les fait plutôt en groupe. Alors, on se base un peu sur les recherches qui ont été faites en méditation transcendantale. Vous en avez peut-être entendu parler. Je crois que ça s'appelle l'effet Maharishi, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on prend des groupes de gens qui sont méditants et qui vibrent à un certain niveau d'émotion, et ce qui permet, en appelant par exemple la paix ou l'amour ou des sentiments assez nobles, de baisser, par exemple, dans la ville dans laquelle a eu lieu la méditation, le taux de criminalité ou la violence, etc. Il y a des recherches qui ont été faites là autour. Donc là, le concept est un peu le même. En fait, plus on est nombreux, plus c'est puissant. Plus l'appel aux consciences exogènes est puissant. Mais pour ça, il faut qu'on soit cohérent. Si chacun part avec ses propres intentions ou son propre niveau émotionnel, ça risque pas de fonctionner. Et le pire, ce serait d'embarquer des gens qui ne sont pas dans cet état, si tu veux, ce qu'on cherche à avoir, c'est un état d'amour inconditionnel, ce qu'on appelle l'agapé, c'est une forme d'expression de l'amour, on va dire, pour son prochain et pour la vie en général. On va les appeler avec cette vibration, avec cette énergie. Mais si on a dans le groupe des gens qui ont peur, pour toutes sortes de croyances et de conditionnements, peur d'être attaqué par le phénomène, peur de ce qui va se passer, etc., parce que l'inconnu fait toujours peur, forcément, on ne va pas y arriver. Ça va être très compliqué. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de bien surveiller son état émotionnel. Donc, objectif, induire un état de conscience augmenté caractérisé par un espace de vacuité mentale faisant disparaître le temps et l'espace en tant que barrière à la perception ou à la communication. Une fois induit, cet état de conscience sans limite et non local offre un point d'accès à l'aspect universel de la conscience. Et la RR5, ce n'est pas un sujet nouveau. En fait. Ce qui est nouveau, c'est mon livre, parce que personne jusqu'à maintenant n'a pris la peine d'écrire un livre qui décrit non seulement les RR5, mais aussi les protocoles pour le faire. Donc, je me disais que le moment était venu de le faire. Surtout, j'ai l'impression que le sujet est de plus en plus dans l'air du temps, pas forcément grâce à Stephen Greer, mais aussi parce que je crois que le sujet de la conscience associée au phénomène OVNI
prend plus en plus d'espace depuis quelques années, en particulier aux États-Unis. Donc là, je cite quelques noms qui ont été actifs dans les RR5. Bon, bah, les chamans, évidemment, mais eux, ils n'appellent pas ça comme ça. Pour eux, c'est de toute façon normal. Tout est conscience. Donc, être en relation avec des formes d'intelligence exogènes, c'est tout à fait naturel pour eux. Donc, je l'ai vérifié. J'ai passé beaucoup de temps en Amérique du Sud, autant au Brésil, en Colombie qu'en Équateur. Ensuite, un des pionniers, et c'est vrai que la RR5 a cette particularité d'être plutôt d'essence sud-américaine. Alors là, je parle des chamans. Alors, les chamans, on sait qu'on en trouve dans le monde entier. À la base, ça vient de la Mongolie, mais après, on a plusieurs pratiques. Les chamanismes sud-américains n'ont pas les mêmes pratiques que le chamanisme aborigène ou d'Asie du Sud-Est. Mais on le retrouve évidemment en Amérique du Sud et on trouve surtout au Pérou Sixto Paz. On verra plus tard une vidéo qui a développé déjà ses propres protocoles au milieu des années 70. Donc, de nouveau, on est dans une période en ufologie durant les années 70 qui est très vivante, qui est très innovante, qui est très créative et qui est une ufologie vraiment de terrain, pratique, expérimentale. En France, on a Pierre Vieroudi. Pierre Vieroudi est parapsychologue et il s'intéresse, il relie la parapsychologie avec le phénomène ovni et lui aussi a développé des protocoles et a fait des tests qui sont décrits dans son livre Ces ovnis qui annoncent le surhomme. Donc, un livre très intéressant, vraiment d'ufologie de terrain expérimentale. Au Brésil, on a un général que je connais peu, je dois dire, mais qui était pas mal en contact avec Jacques Vallée, et puis qui a expérimenté aussi les rencontres rapprochées du 5e type, notamment avec Russell Targ, qui est l'un des inventeurs du remote viewing, c'est ce fameux protocole-là qui permet de faire la vision à distance. Puis bon, aux États-Unis, le plus connu, c'est évidemment Stephen Greer, qui a développé à partir du début des années 90 ses propres protocoles. Il a développé le XETI, qui n'existe plus maintenant, mais il a créé, si on veut, une espèce de réseau aux États-Unis assez hiérarchisé pour déployer le protocole et puis documenter le phénomène. Donc, une approche que je trouve très intéressante aussi. Voilà. Bon, il en a fait un business aussi, mais c'est OK. Voilà. Alors, puisqu'on parle de Stephen Greer, voilà des documents qu'on peut trouver sur son site Internet. Apparemment, les Français ont fait des essais. Quand je dis les Français, c'est le gouvernement français, le ministère de la Défense. Donc, voici ici un fax qui aurait été envoyé par Pierre Morin, un ingénieur du ministère de la Défense, à Stephen Greer, entre autres, où il était question de déployer ces protocoles rapprochés du 5e type. Donc, ce fax n'a jamais été réellement authentifié, bon, ce qui n'est pas étonnant, ni complètement affirmé. Moi, j'ai fait ma petite enquête, j'ai pu discuter avec des gens qui m'ont confirmé qu'effectivement, ces essais auraient bien eu lieu, mais pas en 2007, mais plutôt en 2011. Et qu'il y a eu des observations d'OVNI, ça découlait sur des observations d'OVNI. Voilà. D'accord. Bon, c'est un peu, voilà, on peut lire le fax. C'est un peu un langage assez bureaucratique. C'est plutôt bien écrit si c'est écrit par un Américain, c'est très bien écrit. Je ne pense pas que ça soit Stephen Greer qui l'ait écrit. C'est des documents intéressants, ça. Oui, peu connus, c'est ça. C'est des documents qui sont très peu connus, mais qui sont, je trouve, très intéressants. Et j'en ai d'autres liés au Sporad, cet organisme dont le président est Alain Boudier. Ouais, ça laisse vraiment dubitatif. Ouais. Comme quoi. Je continue? Oui. Oui, vas-y. Alors, bon, des essais, il y en a eu dans plein de pays. Là, on trouve en Russie. C'est l'ufologue allemand, je crois, c'est Michael Esman qui a fait une interview. On le retrouve sur YouTube, l'interview de ce général russe, qui, lui, durant cette interview, dit des choses intéressantes. Il dit d'abord, ça date du début des années 2000. Il dit, on les appelle objets volants non identifiés. C'est une erreur, dit-il.
Évidemment que c'est une erreur. J'en parle au début dans mon livre, parce que, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas uniquement des objets, c'est avant tout des phénomènes. C'est pour ça qu'on appelle maintenant ça les pans. Voilà. Et aux États-Unis, ils ne disent plus UFOs, ils disent UAPs, Unidentified Aerial Phenomenon. Donc, on parle de phénomène parce qu'on veut vraiment prendre en compte l'aspect, je dirais, conscientiel du phénomène. Il dit, ils ne se déplacent pas, ils apparaissent et disparaissent dans notre environnement. Et c'est ce que dit Stephen Greer, il parle de matérialisation transdimensionnelle et dit, le phénomène ovni est non seulement extraterrestre, mais il provient aussi d'autres dimensions. Et je pense qu'il touche un peu au vrai, je pense que le phénomène ovni a plein d'origines différentes et multiples. C'est ce qui rend aussi la divulgation actuelle, parce qu'on est dans un processus de divulgation très compliqué pour les gouvernements, parce que les origines de ce phénomène sont très probablement très multiples. Voilà, et il dit, nous avons mené des expériences pour les faire apparaître. Ces expériences ont été couronnées de succès. Donc, en fait, encore une fois, c'est des phénomènes qu'on peut tout à fait provoquer. J'en ai parlé déjà dans mon deuxième livre, qui est apparu il y a 20 ans, Le secret des secrets, où là, je dis, bah oui, le phénomène, en plus, peut être provoqué via des apparitions, des explosions nucléaires, en fait, la radioactivité nucléaire. Parce que le phénomène est très intéressé à ce qui touche à l'environnement et au nucléaire. Et c'est ce qu'il dit là aussi. Je n'ai pas mis la suite de son interview, mais il dit qu'effectivement, il s'amusait à déplacer des ogives nucléaires, à les transporter. Les ovnis suivaient ces ogives nucléaires. Mais il faisait aussi des exercices par la pensée, de type rencontre rapprochée du cinquième type. Et ce qui me fait penser aux recherches actuelles de Lou Elizondo, donc le responsable du programme ETIP. Il se posait la question de savoir pourquoi il y a autant d'observations d'OVNI dans la région de Catalina. C'est où il y a eu les observations de Nimitz, grosso modo. D'accord. Où les ovnis ont été filmés sur la côte ouest vers San Diego. Alors, en fait, on vient de découvrir il y a une semaine, il y a quelques jours, qu'il y a, il y a beaucoup de pollution chimique. Il y a je ne sais plus ce que c'est, des containers chimiques énormes qui ont été jetés et abandonnés dans la mer, justement vers l'île de Santa Catalina. On peut parler de moi un peu. Allez. Voilà, moi j'ai fait pas mal d'observations d'OVNI, quoi. Ouais. Depuis petit, donc pas que ça d'ailleurs. Donc là, quelques exemples. Vous voyez les boules lumineuses là, de 2009. Oui. Donc bon, j'ai fait une petite méditation, je suis tombé là-dessus. C'était intéressant parce qu'il y avait une cinquantaine de ces boules de lumière. En fait, elles n'apparaissaient pas colorées comme ceci parce qu'elles étaient très hautes dans le ciel. C'était vraiment haute. Et en fait, il ne s'agit pas de ballons parce que ces boules sont restées, il faut bien se dire, au moins 2 heures dans le ciel, immobiles. Et les ballons, ça ne reste pas 2 heures dans le ciel immobile. Non. Ça redescend au bout d'un moment où, je dirais, ça se laisse emporter par le vent. Bien sûr. C'est logique et ça ne vole pas aussi haut. Au bout d'un moment, ça redescend. Donc voilà, et puis ça, il faut imaginer ça quand même, Genève, c'est assez densément peuplé. Vous êtes en plein été, vous êtes le 13 juin, il y a du monde dehors, il fait beau. Mais quasiment personne a observé en fait, ces ovnis qui sont quand même restés au moins 2 heures au-dessus de la ville. J'ai pu rentrer chez moi. Alors, je n'avais pas de smartphone à l'époque, hein, ça n'existait pas encore. J'ai pu prendre mon réflexe et j'avais un gros téléobjectif et puis j'ai un peu mitraillé et puis ça donne ça. Voilà. Et puis à droite, j'ai mis un lâcher de ballon au-dessus de la cathédrale Saint-Pierre à Genève. D'accord. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà. Donc, assez rigolo. Et puis là, été 2019, j'étais en Valais et puis j'ai fait une méditation et puis j'ai fait des photos autour de moi. J'ai un peu mitraillé, un peu en mode col de Vence. Ouais. Et au développement, je suis tombé là-dessus. Alors, j'ai qu'une photo, j'ai ça. Alors, peut-être un insecte ou je ne sais quoi, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant. D'accord. Voilà. En tout cas, la photo de 2009, c'est quelque chose de très courant dans pas mal de parties du monde. Ces flottilles d'ovnis qui restent comme ça pendant des heures. Ouais. Et souvent, il y a des témoins. Donc là, tu ne peux pas dire non, mais c'est…
C'est un Non, alors gros... j'ai fait des enquêtes sur cette typologie d'OVNI à Genève. C'est un phénomène super récurrent Hmm. qu'on observe au-dessus du lac, qu'on retrouve au-dessus du CERN, qu'on retrouve au-dessus du Salève. J'ai des films, j'ai des photos de plein de témoins. Et ouais, c'est dingue, c'est un truc qui revient quasiment chaque année, quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mm. Donc, Oui, oui. les rencontres, les RR5, est-ce que c'est dangereux? C'est toujours ça un peu la question, en fait. J'ai eu des discussions avec des gens, en particulier dans la communauté de la vision à distance, qui me disent que c'est complètement inconscient, les gens vont se faire enlever, vont se retrouver avec des sondes anales, ce genre de trucs. Voilà. En fait, bon, j'ai plusieurs réponses à cela. La première, c'est que je vous parlais d'émotions et de vibrations. Je pense que si on vibre enfin, sur sur un certain niveau énergétique, on va attirer, je dirais, des formes de conscience qui sont sur ce niveau-là. Enfin, c'est ce qu'on observe de manière générale. Deuxième chose, les rencontres rapprochées du cinquième type, en tout cas dans sa forme contemporaine, sont pratiquées depuis 40-50 ans. Il n'y a pas eu une seule agression. Troisième chose, le phénomène OVNI existe, on le sait. S'il était hostile, ça se saurait. Je pense qu'on ne serait même plus là pour en parler. On a vu que le phénomène a plutôt tendance à vouloir désactiver les ogives nucléaires et à guérir les gens, parce qu'il y a eu beaucoup de cas de guérison aussi en lien avec le phénomène OVNI, qu'autre chose. Alors oui, il y a des cas qui sont extrêmes. Je vous parlais de Colares, sur lequel j'ai enquêté. On a eu des OVNI qui ont agressé des pauvres pêcheurs et des pauvres paysans. On a des cas, on a les histoires de mutilation animale, on a les histoires des enlèvements, etc. Mais au final, on se rend compte de quoi? On se rend compte que souvent, dans ces cas-là, on a l'armée qui est impliquée d'une manière ou d'une autre. Je pense au cas Cash Landrum, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est ces deux Ouais. Américaines au Texas en 1980, je crois que c'était en décembre 80, qui ont vu un ovni escorté par des hélicoptères et qui ont été irradiés. Enfin, on a toujours un petit peu l'armée dans le coup dès que ça tourne mal. Et même chose avec les mutilations de bétail. Finalement, on a des hélicoptères noirs, on a des trucs vraiment chelous. Et après, si vous discutez ou prenez l'avis des ufologues qui ont quand même étudié le phénomène, je dirais, sur le temps long, et vraiment, je ne dirais pas en prenant un cas isolément, en l'extrayant de son contexte et en montant en épingle. Même Jacques Vallée l'a dit dernièrement quand il a intervenu dans l'émission de Joe Rogan. Il a dit, en fait, c'est un phénomène qui est là pour nous faire évoluer. C'est un phénomène qui est plutôt là, positif. Il parle beaucoup de son système de contrôle, de conditionnement et d'apprentissage, mais c'est un phénomène qui cherche, enfin, c'est ce que dit la plupart des ufologues, à nous faire évoluer au niveau de la conscience. Donc pour moi, c'est un phénomène qui est plutôt positif. Et je pense que s'il avait les moyens, s'il voulait nous anéantir, il l'aurait déjà fait, puisqu'il est capable de désactiver des ogives nucléaires aux États-Unis, il l'a fait en Russie, puis on sait aussi qu'il l'a fait sur le plateau d'Albion, il est intervenu à plusieurs reprises. Il a les moyens de faire à peu près ce qu'il veut. Donc, moi, au niveau de l'intention du phénomène, je dirais que c'est neutre, mais plutôt positif. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis ces slides-là de Mars Attack. On veut toujours, effectivement, la peur fait vendre, la peur. Voilà, on voit ce qui se passe actuellement avec le programme ETIP et To the Stars Academy. Le narratif est quand même un narratif de peur. Le phénomène OVNI représente une menace. On ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas ses intentions, on ne sait pas comment il fonctionne. On doit effectivement entretenir cette peur pour obtenir des fonds, pour pouvoir faire de la recherche, je veux dire, et pour alimenter tout un système. Donc bon, moi, je ne suis pas naïf. Je comprends les implications pour la défense et pour la sécurité nationale. Les militaires, ils font leur job. Et c'est tout à fait normal qu'ils se posent ces questions. Si eux ne se la posent pas, personne ne va le faire à leur place. Mais de l'autre, si on prend toutes les perspectives et on regarde le phénomène de tous les angles possibles, qu'on tient en compte son histoire, son agissement, on dit qu'on juge un arbre à ses fruits, c'est ce que je fais avec le phénomène OVNI. Qu'on prend la littérature ufologique, voit que les cas d'agression sont franchement minoritaires. Et quand on s'intéresse au phénomène des enlèvements, parce que c'est comme ça que ça a commencé, ce narratif autour de la peur, on se souvient que c'est Bud Hopkins en particulier,
il s'appelle Ouais. comment David Jacobs et d'autres qui ont, si on veut, une lecture au premier degré du phénomène des enlèvements en disant, voilà, c'est des petits bonhommes en chair et en os qui arrivent et puis qui font des expériences sur les humains pour produire une espèce de race hybride pour nous envahir. Ça, c'est le discours de David Jacobs. Bon, Bud Hopkins, il n'y a plus de discours, il est décédé depuis un moment. Mais voilà, et puis bon, finalement, selon David Jacobs, on aurait déjà dû être envahi par des extraterrestres hybrides. Bon, moi, que je sache, ce n'est pas encore le cas. Donc, moi, je m'en tiens au fait, et j'en parle dans mon livre, de cette étude qui a été faite sur plus de 3000 experiencers. Ils ont dit comment est-ce que vous avez vécu le phénomène ovni, quel était l'impact sur votre vie. Plus de 70% des gens, c'est positif et ils veulent que ça continue. Le fait qu'on interviewe, qu'on interroge les gens qui vivent ces phénomènes, en général, c'est positif. Enfin, une écrasante majorité des cas. Donc, la RR5, non, ce n'est pas dangereux. Et là, c'est une citation que je trouve assez sympa de Nikola Tesla, donc, qui date d'il y a près de 100 ans, que j'ai trouvé dans Time Magazine, mais qui est peu connu. Lui-même dit, en fait, rien n'est plus important que la communication interplanétaire. Le jour viendra où nous aurons la certitude que d'autres consciences peuplant l'univers travaillent, souffrent et luttent, tout comme nous autres. Cela produira un effet magique sur l'humanité. Cela posera la fondation d'une fraternité cosmique qui durera aussi longtemps que l'humanité vivra. Voilà. Voilà le dernier slide. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant dans la RR5, je trouve que l'ufologie actuellement, par rapport à ce qui se faisait encore il y a 30 ans, 40 ans, l'ufologie actuelle, je la trouve un peu triste finalement. Enfin, surtout en période de Covid, vous allez me dire, c'est encore pire. Mais on passe beaucoup de temps devant des écrans à faire de l'ufologie. C'est même plus de l'ufologie finalement, à débattre sur des forums, sur les réseaux sociaux, à ressasser, à ressortir les mêmes cas depuis 40 ans. On les connaît par cœur. Une petite querelle, on sait que c'est un milieu qui n'est pas très tendre, il y a beaucoup d'ego, etc. Là, ça permet de sortir de chez soi, de se réunir autour de valeurs qui sont positives, parce que j'ai un peu parlé du protocole, de pratiquer, et puis de vraiment faire de l'ufologie expérimentale et vivante. Et je trouve que ça nous manque. Je trouve que c'est intéressant. Alors, oui, en France, en particulier en France, il y a des suricates qui ont été développés, il y a beaucoup d'initiatives d'observation et de veille du ciel qui sont très intéressantes, mais qui n'a jamais vraiment déployé de protocole de rencontre rapprochée des scriptifs. Donc, c'est peut-être l'occasion de ressortir un petit peu de chez soi. Si le livre il sort maintenant, c'est parce qu'on arrive vers la belle saison. Les nuits seront un petit peu plus chaudes et plus longues. Et en plus, il n'y aura peut-être pas d'avion, c'est encore mieux. Et puis, on va pouvoir de nouveau observer le ciel, faire cette veille, et puis pourquoi pas tenter des expériences. Et c'est pour ça que j'ai créé un petit groupe Facebook où les gens peuvent venir et puis poser leur témoignages, leur expérience, puis qu'on échange sur les meilleures pratiques. Voilà, je pense avoir fait un protocole qui est bon, mais qui est probablement perfectible, et puis à chacun d'apporter un peu sa pierre à l'édifice. C'est participatif comme approche. Voilà. Je voulais faire un truc un peu sympa, quoi. Eh ben, c'est très sympa en tout cas.